sommaire de cette édition, le Soudan a ordonné ce jeudi la fermeture du bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum. Les travaux de la 36e session du Conseil des ministres des pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES se sont achevés ce vendredi à Cotonou, au Bénin. Et puis, une étude publiée ce jeudi a révélé que la qualité du sperme des hommes dépendrait des conditions de grossesse de leur mère. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. La dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire de la République démocratique du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, a enfin retrouvé la terre de ses ancêtres, et ce, plus de 2 ans après sa mort à Bruxelles. Après 2 années d'attente, les partisans d'Étienne Tshisekedi peuvent enfin se recueillir devant la dépouille de leur leader. En provenance de Belgique, son cercueil recouvert du drapeau congolais est arrivé dans la nuit de jeudi à Kinshasa. C'est vraiment une soirée inoubliable pour nous autres, pour la jeunesse congolaise. Nous avons vraiment beaucoup aimé le papa Étienne Tshisekedi et sa lutte. Un homme qui a lutté pour le pays, pour le bien-être du pays. Aujourd'hui, on a une démocratie. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer, non pour pleurer, mais pour célébrer une lutte qui lui a coûté toute sa vie. Le corps de l'ex-opposant congolais sera exposé ce vendredi au Stade des Martyrs avant d'être inhumé samedi à Lansele. 6 chefs d'État africains ont été annoncés à prendre part aux obsèques. Parmi eux, celui de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Togo. Figure de l'histoire de la République démocratique du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles, où il venait se faire soigner. Sa dépouille reposait depuis dans un funérarium de la capitale belge, faute d'accord entre sa famille et l'ancien régime du président Joseph Kabila pour son rapatriement et l'organisation des obsèques. La situation s'est éclaircie avec l'investiture le 24 janvier dernier de son fils Félix, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le Soudan a décidé de fermer le bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le groupe sur son site internet, précisant avoir été informé que la décision émanait du Conseil militaire de transition au pouvoir. L'armée soudanaise a ordonné la fermeture du bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum. Cette décision survient alors que des milliers de personnes ont protesté à Khartoum ce jeudi contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils. Les services de sécurité soudanais ont informé le directeur du bureau d'Al Jazeera de la décision du Conseil militaire de transition de fermer son bureau à Khartoum, a déclaré la chaîne sur son site. La décision inclut également le retrait des permis de travail pour les correspondants et le personnel du réseau d'Al Jazeera, à compter de maintenant, jeudi soir, a ajouté la chaîne qui diffuse régulièrement des informations des manifestations contre l'armée qui secoue le Soudan. Selon Al Jazeera, aucune décision écrite n'a été remise au directeur du bureau. Mais dans un communiqué, le groupe dénonce une totale violation de la liberté de la presse et assure continuer la couverture au Soudan en dépit de l'ingérence politique des autorités soudanaises. Le gouvernement du président sud-soudanais Salva Kiir a dénoncé ce vendredi la prolongation d'1 an de l'embargo sur les armes contre le Soudan du Sud, voté la veille par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il qualifie cette décision de mesure contre la paix. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce jeudi par 10 voix pour et 5 abstentions une résolution prolongeant jusqu'au 31 mai 2020 l'embargo sur les armes ainsi que le gel des avoirs et l'interdiction de voyager de 8 responsables sud-soudanais.
Ces derniers sont accusés d'avoir joué un rôle dans la guerre civile qui ravage le plus jeune pays du monde depuis 2013. Au lendemain de ce vote, les autorités sud-soudanaises ont condamné cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le ministre sud-soudanais de l'Information, tout embargo sur les armes à l'heure actuelle est une mesure contre la paix. Il y a des gens qui ne veulent pas de la paix au Soudan du Sud. Il y a toujours des rebelles qui combattent le gouvernement et si vous imposez un embargo sur les armes au gouvernement du Soudan du Sud, cela veut dire que vous ouvrez la voie aux rebelles qui n'ont pas signé le dernier accord de paix de septembre 2018, a poursuivi le ministre. Il faisait notamment référence au groupe rebelle de l'Est général sud-soudanais Thomas Sirilo Souaka, à la tête depuis 2017 du Front national du salut qui combat l'armée gouvernementale dans le sud du pays. Pour rappel, le nouvel accord de paix signé par le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar prévoyait la formation d'un gouvernement transitoire d'union nationale au plus tard le 12 mai. Mais cela a été repoussé de 6 mois, un délai devant notamment permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée, un des points clés de l'accord de paix. Je le disais en titre, les travaux de la 36e session du Conseil des ministres des pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES se sont achevés ce vendredi à Cotonou. Le bilan des activités de l'organisation et la proposition de nouvelles perspectives pour l'avenir étaient les points débattus. Toutefois, le secret du délibéré dans les affaires de plagiat et co-direction n'a pas été rendu public au cours de cette session. Faire un état des lieux de la mise en œuvre du premier plan stratégique et tracer de nouvelles perspectives pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur dans les pays membres du CAMES. C'est l'objectif de cette rencontre des ministres des pays membres du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Cela dans le but de bâtir une économie du savoir à la hauteur des attentes et en favorisant la mobilité des enseignants et chercheurs pour une plus grande intégration des peuples. À l'aune de cette mission futuriste et stratégique, l'assurance qualité, la professionnalisation des enseignements, l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur et des étudiants-chercheurs apparaissent comme un trinôme gagnant et incontournable. Le système licence, master, doctorat et surtout le numérique se sont invités au cours des discussions entre ministres. Le ministre béninois de l'enseignement supérieur, l'hôte de la session, a plaidé pour leur intégration aux réalités du CAMES. Des souhaits renchéris par son homologue des affaires étrangères représentant le président de la République, Patrice Talon, qui selon lui attache un intérêt particulier à cette session. Sous la présidence du grand chancelier de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, le professeur Bertrand Bachir, secrétaire général du CAMES, et selon l'accord d'Abidjan signé le 14 avril 2002, plusieurs enseignants-chercheurs et partenaires ont été distingués. Cette reconnaissance, faite de paroles et de symboles, représente la meilleure façon de magnifier le savoir qui seul permet de vaincre l'ignorance ainsi que toute la désolation qu'elle engendre grâce à l'éducation. Un savoir qui autorise plutôt d'inscrire tout un chacun, quel que soit son sexe, sa race, ses origines et sa croyance, dans une dynamique de progrès. Seule fausse note pour certains au cours de la 36e session du Conseil des ministres du CAMES, le secret du délibéré dans les affaires de codirection et du plagiat n'ont pas été rendus publics. La zone continentale de libre-échange continental, projet phare de l'Union africaine, est entrée en vigueur ce jeudi. Le but est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici à 2022. La mise en application de ce projet destiné à booster l'émancipation économique de l'Afrique est une étape historique. Le commissaire de l'Union africaine pour le commerce et l'industrie, Albert Mouchanga, s'est réjoui de l'entrée en vigueur de l'accord de la ZLEC. Tout ne s'arrête pas là. La phase opérationnelle doit être lancée le 7 juillet lors d'un sommet de l'Union africaine à Niamey. Ce, après finalisation d'instruments clés tels que les mécanismes d'arbitrage, la définition des règles d'origine des marchandises ou encore des mécanismes en vue de l'élimination d'obstacles tels que la corruption ou les mauvaises infrastructures.
52 membres de l'Union africaine sur 55 ont signé l'accord portant création de la ZLEC depuis mars 2018, avec l'exception notable de la première économie du continent, le Nigeria. Mais pour entrer en vigueur, il fallait que 22 membres ratifient la ZLEC et notifient leur décision officiellement à l'organisation continentale. Ce seuil a été atteint le 29 avril, ouvrant la voie à une entrée en vigueur 30 jours plus tard, comme prévu dans les statuts de la ZLEC. Depuis le 29 avril, le Burkina Faso et le Zimbabwe ont déposé leurs instruments de ratification portant le nombre de pays inclus dans la ZLEC à 24, avec des poids lourds du continent comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya ou encore l'Éthiopie. D'autres pays ont entrepris une ratification, dont le Maroc. La zone de libre-échange doit permettre l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres, favorisant ainsi le commerce au sein du continent et permettant aux pays africains de s'émanciper d'un système économique trop centré sur l'exploitation des matières premières. L'Union africaine estime que la mise en œuvre de la ZLEC permettra d'augmenter de près de 60% d'ici à 2022 le niveau de commerce intra-africain. Actuellement, seulement 16% du commerce des pays africains s'effectue avec d'autres pays du continent. Pour finir, la qualité du sperme des hommes dépendrait des conditions de grossesse de leur mère. Une étude publiée ce jeudi stipule que les hommes dont la mère a été confrontée à des événements stressants pendant le début de sa grossesse ont en moyenne un sperme de moins bonne qualité et un niveau moins élevé de testostérone que les autres. L'étude parue jeudi dans la revue spécialisée Human Reproduction révèle bien des choses. Parmi les 643 jeunes hommes australiens de 20 ans étudiés par les chercheurs, dont Roger Hart, professeur de médecine de la reproduction à l'Université d'Australie occidentale, ceux dont la mère a connu au moins 3 événements de vie stressants, tels qu'un divorce, un deuil ou la perte d'un travail au cours des 18 premières semaines de grossesse, présentaient en moyenne 36% de spermatozoïdes en moins et ces derniers étaient 12% moins mobiles, détaille l'étude. Leur niveau de testostérone était par ailleurs plus bas de 11% en comparaison avec ceux qui n'avaient pas été exposés à de tels événements stressants. Ces travaux ne démontrent pas de lien de cause à effet. Il suggère toutefois que l'exposition maternelle à des événements de vie stressants en début de grossesse, une période sensible pour le développement des organes de reproduction mâles, pourrait avoir d'importants effets secondaires tout au long de la vie sur la fertilité des hommes. S'il est peu probable que ce stress en début de grossesse soit à lui seul une cause d'infertilité, il pourrait contribuer à augmenter ce risque, ajouté à d'autres facteurs tels que le tabac, la consommation d'alcool, le diabète, l'obésité et peut-être l'exposition à des perturbateurs endocriniens. Et c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.